Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Bonjour Héloïse. Bonjour. On est dans un lieu incroyable, j'étais jamais venue. On est à la Manufacture des Gobelins, en plein cœur de Paris. C'est pavé, c'est beau. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Eh bien, oui, c'est vrai que c'est un lieu magnifique et on a beaucoup de chance d'être ici. On est au sein de la Manufacture des Gobelins, qui est donc le lieu d'incarnation dans lequel le campus mode métier d'art design a été accueilli depuis sa création en 2019. Et donc ici, nous réunissons l'équipe et les compétences et on met à disposition un certain nombre d'espaces pour conduire des projets qui mettent en relation les partenaires du campus, puisque le campus, c'est une structure qui fédère 50 établissements de formation dans le secteur des métiers d'art, de la mode et du design, et qui les met en relation avec leur écosystème, avec les entreprises, avec entre établissements, entre enseignement supérieur et formation professionnelle. On a au total 300 formations du CAP jusqu'au niveau doctorat sur le territoire francilien, en particulier sur l'Académie de Paris et de Créteil. D'accord, donc un campus sectoriel sur les métiers de la mode, les métiers d'art et les métiers du design. En fait, c'est formation vers ces métiers-là, sur un territoire francilien, Île-de-France aujourd'hui. Vous me disiez en préparant cette interview qu'il existait des campus similaires sur d'autres territoires, sur ces mêmes sujets. Et je ne savais pas, mais il existe des campus également sur d'autres secteurs, c'est ça ? Tout à fait. En fait, les campus, le nom complet, c'est les campus des métiers et des qualifications, et en particulier les campus d'excellence, qui sont en fait une labellisation qui est accordée aux campus qui ont rempli un certain nombre de critères. Ce sont des dispositifs qui ont été mis en place à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, qui ont été ensuite labellisés avec les ministères des Finances, le ministère du Travail et donc le ministère de l'Enseignement supérieur, et qui ont chacun pour vocation, sur un territoire donné, de réunir autour des acteurs de formation et de la valorisation de la voie professionnelle des organismes de formation, éducation nationale, dans notre cas, ministère de la Culture, dans d'autres cas, sur d'autres secteurs, on va avoir des établissements de la filière agricole ou de la filière industrielle. Et donc, dans chaque territoire, vous allez avoir des campus qui sont en lien avec l'économie, la dynamique territoriale donnée. Donc, l'Île-de-France, on ne le dit peut-être pas assez, mais c'est vraiment un territoire de création. C'est aussi un territoire de production pour des savoir-faire rares. C'est le premier territoire des métiers d'art en France. On a plus de 25 000 artisans d'art qui exercent en Île-de-France. Et puis c'est un lieu de création. Alors on dit bien sûr Paris capitale de la mode, mais ça ne se limite pas à ce secteur, même s'il est particulièrement dynamique. Ça veut dire que aussi d'un point de vue économique, tout ce secteur-là a une grande importance et que la France est un vaisseau amiral un peu de la mode, du luxe, etc. Et qu'il faut former toujours et encore des jeunes à ces métiers-là. Ah oui, complètement. La France est leader mondial dans le domaine de l'industrie du luxe. Et l'industrie du luxe, elle est alimentée, elle a cette particularité par rapport à d'autres secteurs d'avoir encore une très forte production sur le territoire lui-même. Et puis les métiers d'art, ça dépasse simplement le secteur de l'industrie du luxe où on l'entend sur vêtements, bijoux. C'est aussi tout ce qui est lié à l'ameublement. C'est aussi ce qui peut être lié à tous les procédés d'ennoblissement, d'architecture intérieure, les arts décoratifs français, les arts de vivre.
Ça représente des chiffres d'affaires qui dépassent, on n'y pense pas, mais qui dépassent le secteur même de l'industrie aéronautique. Et c'est aussi, en plus, un savoir-faire sur lequel il y a une très forte tension de l'emploi. Il y a une forte demande. Pour parler de l'industrie du luxe, le comité Colbert, qui est l'association qui réunit les grandes maisons de luxe françaises, a dénombré plus de 20 000 postes à pourvoir sur des métiers de savoir-faire essentiellement. Donc, par exemple, dans le domaine de la fabrication du bijou, sur les métiers de la coupe dans la mode et bien d'autres. Et aujourd'hui, sur des plus petites structures, les artisans d'art qui sont il y a plus de 150 000 artisans au total sur le territoire, ont des problématiques de reprise, de transmission d'entreprise. Et donc, il y a une dynamique forte des carnets de commandes qui sont pleins et on attend les jeunes. D'accord, donc un secteur effectivement en tension et en même temps, il faut comprendre, il faut connaître ce secteur avant de s'engager. Là, on ne parle pas des métiers. Moi, je travaillais dans le luxe dans le passé et j'avais des dizaines de CV qui m'arrivaient, de jeunes qui voulaient travailler en marketing dans le luxe. Ils ne savaient pas ce qu'était le marketing, ils ne savaient pas ce qu'était le luxe, c'était un peu inquiétant. Vous, là, on parle de la fabrication, c'est ça ? De la création, mais pas du marketing, pas des métiers administratifs du luxe ou du savoir-faire artisanal. Voilà, tout à fait. On n'est absolument pas dans les services ou les fonctions support. Les secteurs qui sont ceux que représente le campus et les formations qui y sont associées, c'est bien le secteur de la production, de la fabrication, de la réalisation et de la conception. On va parler de celui de la main qui fabrique, du dessin, du prototypage. On va parler effectivement jusqu'au niveau de la gamme et de la conception d'un modèle global. Mais les compétences, elles sont vraiment liées à la transformation et à la sublimation de la matière. C'est ça, en fait, le cœur, le fil conducteur de l'ensemble des formations, c'est de passer d'un matériau à un objet fini qui a en commun d'être unique, d'être réparable presque systématiquement, c'est aussi une des caractéristiques des métiers d'art, et d'être sur des séries originales. J'ai devant moi un catalogue des formations par secteur d'activité que vous publiez, qu'on peut retrouver sur votre site. Effectivement, c'est intéressant de voir que vous avez des formations qui vont du CAP jusqu'au doctorat, c'est ça ? Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des exemples, des structures, des diplômes, des formations qui sont proposées dans ce catalogue ? Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on a voulu faire avec ce catalogue, c'est de donner une visibilité de l'ensemble du parcours et de l'ensemble des différentes étapes, des différentes compétences qui peuvent être mobilisées autour d'un secteur donné parmi ce vaste ensemble que constitue la mode, le design et les métiers d'art, avec comme idée que voilà, les diplômes, ils peuvent chaque fois correspondre à des niveaux de qualification en particulier et puis aussi à des profils et aussi à des envies. Les premiers diplômes qu'on trouve en métier d'art, c'est les diplômes de CAP. On y accède après la troisième, tout simplement. Ça peut se préparer en 2 ans. Et c'est un premier niveau de qualification qui correspond à des niveaux d'emploi qui sont recherchés, notamment sur l'industrie du bijou, va chercher des gens qui ont un CAP polissage, par exemple, et c'est ce diplôme-là qui est la première entrée dans l'emploi. Après, vous avez des brevets de métiers d'art qui se préparent en 2 ans, qui sont, eux, sur un niveau équivalent au bac, qui sont comme des bacs professionnels, mais vraiment dédiés au métier d'art, l'artisanat et au métier d'art. Et après, vous avez des diplômes, les DNMAD pour l'essentiel, qui sont les diplômes nationaux métier d'art et design, qui se préparent en 3 ans après le bac et qui sont valent en grade licence et qui permettent là d'associer à la partie réalisation plutôt le développement de compétences de conception et de création dans l'idée plutôt de... Alors on n'est pas sur de la direction artistique encore, ça il faut attendre plutôt le niveau master, mais sur de la partie où on peut intégrer des studios de création ou avoir développé en tant qu'indépendant sa propre ligne, sa propre structure.
Quelle est la caractéristique commune des jeunes qui vont intégrer ces formations ? Alors, il y a sans doute plus de différences que de points communs parce qu'on va avoir des profils aussi différents pour ceux qui s'orientent immédiatement après la troisième vers la voie professionnelle, qui cherchent à avoir une entrée dans le métier sans doute plus rapide et un rapport à l'atelier plus immédiat, alors que ceux qui vont découvrir ces formations-là après un bac général, par exemple, auront sans doute pas tout à fait les mêmes profils. Ce qu'il y a en commun, je pense, entre tous, c'est le rapport à la matière, sans doute, le rapport à l'objet qui peut aussi être immatériel. On va aussi avoir des compétences du numérique qui vont être associées. Mais c'est cette idée qu'on se penche vers quelque chose de concret et avec la volonté de le transformer vers le beau, vers l'utile. Je dirais que c'est cette sensibilité particulière qu'on va retrouver chez tous les profils. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents dont l'enfant dit vouloir devenir artisan d'art, vouloir travailler dans le design, dans la mode ? Alors, je crois que vous organisez une exposition, alors j'ai compris, vivante, prochainement, mais est-ce qu'il y a d'autres, pouvons peut-être parler de ça, puis est-ce qu'il y a d'autres astuces à communiquer ? Alors, je pense que quand on a un enfant qui dit ça, il faut l'écouter parce que c'est pas si fréquent et c'est précieux. C'est souvent ceux qui sont les plus passionnés qui vont avoir les plus belles, les études les plus épanouissantes et les carrières les plus réussies quand ils ont pu choisir ce qu'ils avaient envie de faire. Et il faut aussi les accompagner pour identifier et préciser cette idée pour que ce ne soit pas un fantasme, mais que ce soit relié à la réalité concrète de la formation et du métier. L'exposition donc, qu'on organise Entrée en matière à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art, donc du 4 au 7 avril à la Manufacture des Gobelins, elle réunit des organismes de formation et des entreprises, des maisons qui font des démonstrations de leur savoir-faire, qui échangent avec le public et qui permettent à la fois de découvrir ce que l'on va être amené à mettre en œuvre comme compétences et à développer au sein des formations qui peuvent démarrer donc après la troisième ou après le bac, et ensuite avoir une connaissance de l'environnement professionnel dans lequel on va être amené à évoluer plus tard. Et métier d'art, ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il y a des points communs, mais il faut savoir si on préfère la discipline, la méticulosité du métier d'horloger, ou si on préfère, si on a un rapport plus charnel avec le bois, avec la transformation et la manipulation d'un certain nombre d'outils qui permettent de le transformer, de le mettre en œuvre. Si c'est le textile qui nous parle, il y a des formations de tissage, de broderie, qui chacune correspondent à un univers professionnel un peu différent et à des modes de travail qui sont aussi propres à chaque secteur. Je pense qu'il faut s'écouter et il faut explorer un petit peu tout ça. Et ça, c'est un moyen intéressant de le faire. Pouvoir faire des stages aussi de découverte, de sensibilisation, c'est un moyen intéressant de le faire. Ça peut se faire notamment, nous on organise au campus ce qu'on appelait les cordées Athéna, qui sont destinés aux élèves de 3e. On a 42 collèges qui sont partenaires de notre programme, qui peuvent pendant une semaine de découverte s'initier véritablement, être plongés dans la vie d'un atelier au sein d'un lycée professionnel. Ce sont ces élèves de 3e qui font le choix de la formation qu'ils veulent découvrir. Et on a 12 lycées partenaires et ils peuvent ainsi essayer de s'initier à la plumasserie, qui n'est pas le plus connu, mais qui est certainement un métier d'art des plus surprenants et des plus satisfaisants, au vitrail, à l'art de l'accessoire, du décor pour les CAP accessoristes qui travaillent avec les théâtres, à la menuiserie. Il y a des savoir-faire multiples et chaque secteur correspond à une sensibilité particulière.
Moi, ce que je pourrais dire aux parents, si je devais essayer de convaincre, et on a toujours besoin de le faire, je crois, c'est qu'on rencontre quand même beaucoup plus de chefs de projet et de juristes qui se forment aujourd'hui et repassent des CAP pour faire de la maroquinerie ou de la fleur artificielle que l'inverse. Et c'est signifiant en fait de voir à quel point les métiers d'art sont attractifs parce que ce sont des métiers de sens, ce sont des métiers du réel et dans lesquels on a une satisfaction de l'accomplissement de ce qu'on produit et d'une éthique aussi de sa profession. Et je pense que beaucoup de jeunes sont en recherche de ça aussi. C'est vrai que c'est intéressant de le dire, parce que c'était une de mes questions. Est-ce qu'un jeune qui a commencé des études post-bac, un peu généraliste peut-être, parce qu'il ne savait pas ce qu'il voulait faire, est-ce qu'en réorientation assez rapide, il peut réintégrer un DNMAT par exemple ? Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est déjà un peu compliqué ? Alors sur le DNMAT, c'est vraiment compliqué parce que c'est des cursus qui se font en 3 ans et qui déjà associent des publics différents, certains qui ont passé un bac technologique à appliquer, d'autres qui viennent de général, d'autres qui viennent de formation de voie professionnelle en métier d'art. Et en cours de cursus, si on n'a aucun background sur même ne serait-ce que la culture de la création, c'est difficile. En revanche, ce que je recommande dans ces cas-là, c'est plutôt de s'orienter vers des CAP en 1 an, qui sont là un premier pas dans un apprentissage, et ça permet d'avoir au bout d'1 an une maîtrise d'un savoir-faire déjà assez intéressante et valorisable. C'est-à-dire que si on doit poursuivre ensuite, d'abord on peut poursuivre en BMA pour avoir le niveau qui est vraiment le niveau d'entrée dans le métier qui est assez suffisamment reconnu pour être avec un niveau d'employabilité, ou bien ensuite effectivement d'essayer de repasser sur des formats de plutôt passer en post-bac sur des passerelles. Mais si on n'a aucune compétence au départ, aucun savoir-faire, revenir sur une filière DNMAT, c'est compliqué. Ok, donc ça veut dire que s'il y a une certaine appétence avant le bac, creusons-la en tant que parents, essayons de proposer à nos enfants de faire un stage, de l'aider à trouver un stage, parce qu'il faut quand même les aider. Essayons de détecter ces journées européennes des métiers qui peuvent leur permettre d'aller à la rencontre à la fois des artisans et des entreprises dans lesquelles ils vont pouvoir plus tard être intégrés si c'est le cas, d'aller toucher, d'aller voir, d'aller regarder, de se renseigner. Plutôt que de se dire je fais du généraliste et puis on verra bien si ça passe. C'est ça, j'ai envie de dire, si on sent, si rien ne se dessine, il ne faut pas aller dans ces filières-là. Mais si on sent qu'il y a quelque chose qui se construit, s'il y a une attirance forte, s'il y a un goût de la manipulation, un œil aussi, une façon d'observer les choses, de se nourrir d'une certaine culture, il faut y aller, il faut l'encourager. C'est plus satisfaisant et il y a quand même plus de possibilités d'ouvrir par la suite sur d'autres champs de compétences que d'aller se précipiter sur du général, sur des choses qui sont en attendant et en espérant que ça passe. Alors que finalement, on se rend malheureux. Et puis nos jeunes sont en quête de sens, de métiers qui ont du sens, et vous l'avez dit, ce sont des métiers qui ont du sens. Les parents sont en quête de certitude, d'employabilité plus tard, et il faut le dire, effectivement, c'est un secteur en tension où il faut faire bien son travail, mais a priori, les débouchés sont positifs. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé dans notre discussion qui est important, qui serait important de partager avec les parents ? Moi, je pense que ce qui peut être important de dire aussi, alors ça peut donner l'idée qu'il est trop tard à partir du moment. Non, je pense qu'il n'est jamais vraiment trop tard. On peut reprendre des études à peu près à n'importe quel moment, mais je pense que c'est important de changer le regard, de réussir à voir un peu
être assez suffisamment dans l'anticipation pour se rendre compte que il y a sans doute une inversion à faire dans la perspective de ce qui est l'unique forme d'intelligence ou l'unique forme de réussite. Je crois qu'il y a vraiment des modèles à changer. Et l'épanouissement qu'on rencontre chez les artisans d'art, c'est des métiers qui sont exigeants, hein, effectivement, qui peuvent être parfois difficiles, qui exigent une certaine forme de répétition, mais avec une vraie satisfaction dans ce qui est produit, qui remplace beaucoup de choses par rapport à des carrières dans lesquelles on a finalement un job alimentaire, salarié, certes, mais avec une forme de perte de sens. Les métiers d'art, il y a tout à fait des emplois salariés qui sont dedans sur des métiers d'exécution avec de plus ou moins des très grandes maisons, mais aussi d'autres manufactures plus modestes. Il y a aussi toute une part du job où il faut être dans des petites structures, démarrer avec un patron qui a sa propre entreprise, a construit et accompagné son développement, et puis prendre son envol. Il y a beaucoup de place pour des acteurs qui arriveront à associer des compétences entrepreneuriales aux compétences savoir-faire artisanaux qu'ils maîtrisent. Donc on va se lancer sur des études de commerce en se disant il va monter sa boîte, mais on ne sait pas sa boîte de quoi et pour faire quoi, et on va payer des écoles. J'ai rien contre les écoles de commerce, mais je veux dire sur cette idée un petit peu que la réussite se situerait sur la nouvelle création de start-up, alors qu'en fait la nouvelle création d'une structure qui s'appuie sur un vrai secteur économique dynamique, c'est pas un mauvais calcul. Et puis il faut savoir que ces métiers ne sont pas des métiers du passé, qu'ils évoluent avec leur temps, qu'ils intègrent petit à petit la technologie, et qu'a priori l'intelligence artificielle va peut-être un peu moins les bouleverser que d'autres métiers. Complètement, tout à fait. C'était le propos qui était celui d'Olivia Grégoire lorsqu'elle a lancé la stratégie nationale des métiers d'art. Et c'est pas anodin de le dire. Il y a bien une stratégie nationale des métiers d'art, c'est dire la confiance que le gouvernement a dans l'évolution de ces métiers. L'intelligence artificielle va certainement apporter des compléments, mais les métiers d'art ne tournent pas le dos au numérique. Simplement, il y a en eux des spécificités qui sont non numérisables. On va avoir recours au numérique sur des outils, par exemple, pour faire de la DAO qui vont venir en appui, sur... de la coupe laser. Exactement, des découpes laser, même des scanners qui permettent d'analyser la production d'une pièce. On va avoir utilisé le numérique pour les plateformes de vente, puisqu'il y a aussi beaucoup de ventes en ligne qui permettent de démultiplier en fait, l'impact d'un artisan d'art qui n'est pas du coup seul dans sa boutique, mais qui a des vraies plateformes. Donc c'est présent. Pour autant, le caractère du fait main de l'artisan d'art, la relation à la clientèle, tous ces sujets-là, c'est aussi quelque chose qui en fait toute la richesse. Un bel avenir, un très beau passé. Merci beaucoup de cet échange. Merci. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.